Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, j'allais dire, les formes démocratiques. La démocratie a été piétinée et l'esprit républicain qui prévalait jusqu'à présent n'a pas été respecté. Qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle fut dans la législature précédente celle qui avait présidé la commission d'enquête sur Benalla. L'entente secrète entre les macronistes, les républicains et le Rassemblement national pour faire barrage à la NUPES lors de l'élection des questeurs et des vice-présidents de l'Assemblée. C'est le sommaire de ce deuxième numéro du Bonbon de Serge. C'est sans nul doute la commission la plus influente de l'Assemblée nationale. La commission des finances contrôle en effet le budget de l'État, ses dépenses et ses recettes. Elle peut auditionner qui elle veut, quand elle veut. Elle peut encore demander l'ouverture d'une commission d'enquête et se faire communiquer quantité de documents fiscaux. Depuis ce matin, c'est un député insoumis qui la préside, Éric Coquerel, élu au 3e tour de scrutin. Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, j'allais dire, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote, comme elle s'y était engagée. J'ai passé 5 ans dans cette commission et que pour ma part, si bien sûr sur le fond, les débats seront normaux, c'est-à-dire des débats qui assument les divergences, les différences, je compte aussi faire en sorte que cette présidence, cette commission continue à être un lieu où on débat plus du fond que de forme ou du buzz ou des choses comme ça. Le règlement de l'Assemblée nationale veut que ce soit un député de l'opposition qui préside cette instance. Le Rassemblement national, qui compte 89 députés, estimait que la présidence devait lui revenir. Le groupe de la France insoumise ne rassemble que 75 parlementaires, mais il n'est écrit nulle part que le siège doive aller au groupe parlementaire le plus important. Les députés de la majorité présidentielle, membres de la commission, n'ont pas pris part au vote, rappelait Éric Coquerel. C'est justement à ces derniers que le candidat lepéniste, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, attribue son échec. Il estime qu'ils auraient dû le soutenir. La démocratie a été piétinée et l'esprit républicain qui prévalait jusqu'à présent n'a pas été respecté. Est-ce que le groupe Rassemblement national est le premier groupe d'opposition? Oui. Est-ce que depuis 15 ans, c'est le principal groupe d'opposition qui préside la commission des finances? Oui. Donc du jour au lendemain, NUPES a forcé le règlement, n'a pas respecté l'esprit à la lettre pour réussir à tromper et à contourner la pratique parlementaire pour être à la tête de cette commission, et la droite et la majorité l'ont laissé faire. C'est dommage. La semaine avait pourtant commencé avec un peu plus de hauteur, au propre et au figuré, puisqu'il s'agit de l'élection au perchoir, le siège du président de l'Assemblée nationale, de la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet. Élue au 2e tour de scrutin avec 242 voix sur 462, cette avocate a su rappeler la singularité de ce vote, qu'on y songe un instant. En France, qu'une femme accède à la présidence de l'Assemblée nationale reste encore un événement, alors que dans la plupart des pays d'Europe, c'est une banalité. Qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Près d'un siècle pour qu'enfin, le 21 octobre 1945, 33 femmes entrent pour la toute première fois dans cet hémicycle. Et encore 20 ans pour qu'elles accèdent à une présidence de commission. Puis 20 ans à nouveau pour qu'une place leur soit faite à la questure. Et presque autant avant que ne soit créée la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Si le discours de Yaël Braun-Pivet était remarquable, c'est aussi parce qu'il a permis de rappeler la promesse de la République. Ma famille doit tout à la République. Ma famille, ce sont mes grands-parents paternels. Lui polonais, elle allemande. Ils ont fui le nazisme dans les années sombres et se sont réfugiés à Nancy où ils se rencontrèrent. Mon grand-père, à la Libération, reçut la médaille de la Résistance. À ce titre, il devint français, et avec lui ma grand-mère et mon père. Ma famille, c'est aussi ma mère, enfant de la DAS, qui m'a appris qu'il ne fallait jamais suivre le chemin que les autres ont tracé pour vous. Voilà pour le côté méritocratie républicaine de la nouvelle présidente. Mais il y a aussi le côté bon petit soldat de l'exécutif, celui qui dégrade le tableau. Comme de nombreux députés, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, n'a pas manqué de l'évoquer mardi. On verra à l'épreuve des faits si elle se comporte comme elle s'est comportée précédemment. Je vous rappelle qu'elle fut dans la législature précédente celle qui avait présidé la commission d'enquête sur Benalla et qu'elle avait été aussi celle qui l'avait interrompue prématurément pour éviter qu'on enquête davantage.
Donc soit elle continue à se comporter comme l'obligé du président de la République, et dans ces cas-là, elle rentrera dans la catégorie des mauvais présidents de l'Assemblée, soit au contraire, elle s'en émancipe et elle prend son rôle au sérieux, et donc elle est celle qui protège une institution, l'institution parlementaire, et elle fait en sorte que chacune et chacun ici puisse à la fois s'exprimer et nouer des compromis. Oui, Yaël Braun-Pivet, c'est la députée qui a enterré la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Les procédures judiciaires sont en cours et que nos débats parlementaires n'ont jamais eu vocation à empiéter sur les pouvoirs qui sont ceux de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas à nous qu'il revient de juger messieurs Benalla et Kras ou les fonctionnaires de police mis en examen. C'est là une limite à notre enquête, quand bien même certains auraient voulu la franchir. Plus qu'Elisabeth Borne, Yaël Braun-Pivet est à la charnière du compromis, sinon de la coalition qu'Emmanuel Macron prétend construire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aura pas fallu plus de 24 heures pour qu'on découvre que ce compromis se ferait contre la NUPES. Hier mercredi, l'Assemblée désignait ses 6 vice-présidents et ses 3 questeurs, ainsi qu'une douzaine de secrétaires. Ces derniers n'ont pas grand pouvoir. En revanche, les 3 questeurs en ont beaucoup. Ce sont eux qui gèrent administrativement et financièrement l'Assemblée. La tradition veut qu'un des 3 postes soit accordé à l'opposition de façon à ce qu'un consensus s'établisse. Les vice-présidents, comme leur nom l'indique, président les séances en l'absence de la présidente. Dans ce rôle, ils se doivent d'être impartiaux. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, ils se montrent plus ou moins accommodants avec tel ou tel groupe. Pour désigner les questeurs et les vice-présidents, une règle assez complexe a été mise en place avec un système de points. Elle respecte une certaine proportionnalité. Je vous fais grâce des détails puisqu'il n'y a pas eu accord entre les groupes pour suivre cette règle. On a donc voté. Et le résultat du scrutin concernant les vice-présidents est pour le moins singulier. Ont obtenu M. Sébastien Chenu, 290 voix. Mme Hélène Laporte, 284 voix. Vous avez bien entendu, le Rassemblement national prend 2 des 6 vice-présidences. Une pour Sébastien Chenu et une pour Hélène Laporte. Je suis désolé, mais on va faire un peu d'arithmétique pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé. Rassurez-vous, je n'ai pas dépassé le CM2 en ce domaine. Le groupe RN compte 89 députés. Il s'est donc trouvé 201 députés supplémentaires pour voter en faveur de Sébastien Chenu. D'où viennent ces voix? Des Républicains. Oui, mais pas uniquement. LR ne compte que 62 députés. Il manque encore 139 voix. 139 voix qui, pour l'essentiel, proviennent des rangs de la majorité présidentielle, la coalition Renaissance, Modem, Horizon, car on imagine mal la NUPES voter pour le Rassemblement national. Reste maintenant la question clé. Pourquoi LR et la majorité présidentielle ont-ils fait élire 2 vice-présidents RN? Tout simplement parce qu'un accord a été passé entre le RN, LR et la majorité. Un accord global qui porte sur les vice-présidents et les questeurs. Car l'objectif premier, c'était d'empêcher que la NUPES s'empare du siège de questeur qui revient traditionnellement à l'opposition. À Bastien Lachaud, candidat de la France Insoumise, la majorité présidentielle a préféré Éric Ciotti. Le député LR des Alpes-Maritimes était déjà questeur pendant la précédente législature. Avec lui, la Macronie est en terrain connu. Ciotti a ainsi obtenu 367 voix. Encore un peu d'arithmétique, je vous le promets, c'est la dernière fois. La majorité présidentielle compte 250 députés, LR en a 62, total 312. Il manque 55 voix. Elles viennent forcément du Rassemblement national. Et ce, avec d'autant plus de facilité que le groupe lepéniste n'a pas présenté de candidat à la questure. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu l'assurance d'obtenir 2 vice-présidences. Échange de bons procédés, les Républicains ont renoncé à briguer un poste de vice-président de façon à laisser le champ libre au Rassemblement national. Ce qui n'est pas allé sans créer des difficultés en interne. La candidate pressentie, Annie Genevard, députée du Doubs, a exprimé son malaise dans un tweet acerbe. Entendons-nous bien. Que le RN obtienne des postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale, à proportion de son poids dans l'hémicycle, n'est pas choquant en soi. C'est le jeu démocratique, même si en la circonstance il a des allures de tambouille. Ce qui est insupportable en revanche, c'est le double discours au sommet de l'État. Samedi dernier, Emmanuel Macron a accordé un entretien à l'agence France Presse. Le président de la République affirme qu'il n'élargira pas sa majorité à la France Insoumise et au Rassemblement national. Les limites sont fixées. Ce sera des communistes au LR. Les Français ont accordé une légitimité aux députés RN et LFI et ces partis ont une formation politique. Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression, leur positionnement, j'ai toujours été clair sur ce sujet, ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement.
C'est la théorie de l'omelette. Le président ne veut pas des deux pointes dans son assiette. Soit. Mais si Emmanuel Macron n'entend pas chercher des compromis avec les lepénistes ou avec les insoumis, pourquoi sa majorité passe-t-elle en sous-main des accords avec le Rassemblement national pour contrer la NUPES? Cherchez l'erreur. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne a achevé ses consultations. On l'avait presque oublié. Elle vient de faire savoir qu'elle reculait son discours de politique générale. Prévu pour le 5 juillet, il est repoussé au lendemain. Faut-il y lire le signe d'une certaine fébrilité de l'exécutif? Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas si au final la première ministre engagera la responsabilité du gouvernement. Olivia Grégoire, la porte-parole de celui-ci, laissait entendre il y a quelques jours que l'hypothèse n'était pas définitivement abandonnée. La semaine qui vient pourrait donc être marquée, elle aussi, par quelques rebondissements. Merci d'avoir regardé ce deuxième numéro du Bourbon de Serge. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour que la chaîne se développe. En attendant, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle chronique.